Salut. J'avais parlé d'un troisième projet auquel Brett Stewart de son groupe Technical Intuition avait dit s'être occupé, qui concernait un artefact au nord de l'Amérique. Et donc on va attaquer ça là. Il commence par raconter un petit peu ses débuts de Remote View et notamment après avoir être passé d'un niveau euh, universitaire, scientifique à quelques boulots et donc au remote view. Un jour, on lui a demandé de remote viewer. Je ne sais pas ce qu'on lui a demandé, mais en 2010, il a vu la masse incroyable d'un ovni triangle le survoler. C'était vers les 1h du matin, il l'a vu du coin de l'œil à sa droite, et puis c'était vraiment un massif triangle noir. Et après, soudainement, en un clin d'œil, il a disparu. Donc, le fait que ce bâtiment soit passé au-dessus de sa tête à l'autre bout de l'horizon en l'espace d'un clin d'œil a profondément chamboulé son concept. Et donc, ça a notamment poussé vers le remote view puisqu'il avait énormément de questions sans réponse. Il avait appris auparavant le rêve éveillé, le lucid dreaming, les projections astrales, les voyages hors du corps. Et de s'entraîner au remote view lui a permis de voir que c'était vraiment une matière réelle dans laquelle vous pouviez être entraîné et qu'on pouvait vous apprendre. Je ne sais pas si vous êtes coutumier du programme Stargate. Donc, les services de renseignement américains ont fondé les recherches sur le remote view. C'est marrant de constater que son moniteur de remote view lui avait conseillé de ne jamais toucher à quoi que ce soit d'étrange, spécial, les ovnis, les aliens. Parce qu'à partir du moment où on fait ça, on ne peut plus faire d'autres contrats pour les compagnies euh, différentes qui peuvent avoir besoin de ces services. Il y a des compagnies minières, il y a des compagnies financières, il y a des compagnies économiques, il y a de tout qui peut s'intéresser au talent de ces gens-là. Je rigole parce que si tout le monde pratique ça, on est dans la société du non-secret. Il n'y a plus rien de cachable et c'est intéressant. Mais en fait, c'est un état de transmission de pensée, de télépathie qui semble praticable. Mais bon, il s'est fait mordre par le sujet, a priori. Et il dit aussi qu'il y a un certain optique de vouloir faire peur autour du remote view, que je viens de mettre en évidence en mettant la petite vidéo de mise en garde. C'est pas pour faire peur, hein, c'est ignorer le danger n'empêche pas, ne l'empêche pas. Donc avant d'entamer la séance, il nous fait un petit speech pour les nouveaux venus à propos du remote view, que c'est quelque chose qui peut s'apprendre et qui vous donne accès à des données qui sont plus ou moins situées hors du temps. Donc c'est comme l'accès à une librairie dans laquelle il y aurait des livres à propos de tout ce qui s'est passé, tout ce qui est en train de se passer et tout ce qui a des probabilités de se passer dans le futur. Donc j'ai un peu zappé jusqu'à arriver au moment où il va traiter du projet Red Dog, qui est donc l'artefact le plus signifiant, pardon, encore un découvert en Amérique du Nord. Donc, il est le manager du projet qui a commencé le 23 mars 2013 et son équipe était de 7 remote viewers. Il a profité de ce nom pour faire une étude sur les moyens qu'ils avaient de détecter la localisation de l'objet, parce qu'il y a des méthodes diverses pour localiser, dont une géographique avec des coordonnées. Et donc, quelque part, il se demandait si finalement, il ne pourrait pas, après monter une expédition, aller sur place, trouver l'objet et le ramener au Smithsonian. Ah ouais, pas au Smithsonian, pas au Smithsonian. Enfin, je ne voulais pas du Smithsonian parce que le Smithsonian est tenu par des gens qui ne veulent pas que l'information se répande. Il y a en arrière-plan la Smithsonian Society, je crois, vers laquelle finalement tout ce qui était au fond des couloirs des musées du Smithsonian Institute ou Museum finissent par arriver et puis disparaissent complètement du circuit public. Voilà.
C'est eux qui ont balancé à la mer les cadavres de géants, les ossements, c'est eux qui... Enfin, il y a de grandes suspicions sur leur rétention d'informations à de multiples niveaux. Enfin, on sait qui les tient et tout s'explique. Et il semblerait qu'en plus, il y ait des gens qui se permettent de porter des actions en justice pour disputer des droits en propriété intellectuelle du sujet. Oh, je ne le crois pas. Non, mais vraiment, ils sont puants de la tête. Hallucinant. Et là, je vais continuer mon petit encart en disant que finalement, vu que je sais un peu plus ce qui va se dérouler au cours de la séance, c'est très bien vu l'état d'esprit des gens qui ont créé cet artefact auquel on va s'intéresser, avait quasiment prévu ce genre de situation. Et là, il reprend quand même sa mise en garde. Il a dit que la fois où il avait eu ce choc en retour, avec des interférences dans sa vie, avec des orbes lumineux qui traversent la pièce au-dessus de lui, avec un personnage qui se présente quasiment ce qu'on pourrait appeler un shadow people, un homme d'ombre, et avec lequel il a essayé de ne pas interférer et qui s'est représenté pendant l'espace de 2 semaines à plusieurs reprises, où il a eu la prémonition 30 secondes auparavant qu'il allait rencontrer ce personnage, et jusqu'au moment où finalement il s'est a priori désintéressé de tout ça sérieusement, et on lui a lâché les baskets en clair. Donc ça, c'est la mise en garde pour les gens qui vont faire du remote view en des endroits où soit ils bravent des interdits, soit ils ne font pas le minimum nécessaire pour se protéger auparavant et tombent sur des entités dont la fréquentation peut vous faire croire que vous avez l'habitude, mais ça n'empêche pas que finalement vous puissiez vous faire hacker. C'est assez important. C'est assez important pour qu'il le répète, et donc je le fais aussi. Donc ça, c'était en faisant des remote view à propos d'entités spécialement occultes ou cachées. Et donc, il a eu confirmation avec d'autres remote viewers qu'effectivement, ça arrivait à tous ceux qui s'y intéressaient, à ces personnages-là. Et j'ai déjà lu que, par exemple, à propos des Shadow People, le mieux, c'est de vraiment ne même pas s'y intéresser, ne pas en parler, ne pas y penser, et notamment quand ils commencent à s'intéresser à vous. Il faut changer d'état d'esprit, changer de dimension, changer de vibration, tout changer. Il y a des entités, on est prévenu, il y a des entités qu'on ne veut pas rencontrer. Ça, c'est sûr que l'ésotérique et l'occulte, c'est un des endroits où les scientifiques ne veulent pas mettre les pieds parce que c'est un des meilleurs coins pour se faire remettre à sa place. C'est-à-dire là où on est. Puis, il cite Russell Tarp, qui est un remote viewer connu, qui lui-même avait certifié que le plus vous essayez de cacher quelque chose à un remote viewer, le plus ça lui devient évident. Et il rappelle qu'effectivement, il faut se préparer et se protéger parce que sinon on se brûle. Mais bon, ne vous en faites pas, on va bientôt arriver au projet Red Dog. Il faut que je rajoute là que cette personne qui est venue le hanter, ce Shadow People là, c'est intervenu alors qu'il s'intéressait au Space Programme, au Secret Space Programme, au programme spatial secret. Merci. Donc, à propos de Red Dog, le projet sur l'artefact essentiel en Amérique du Nord, voici une expression d'artiste situant le lieu. Il ne va pas nous révéler l'endroit exact, hein, même s'il est à peu près au courant. Mais il peut dire que c'est au milieu de nulle part. Une sorte de toundra avec quelques arbustes, inhabité, infréquenté. Et à l'endroit où ça se situe, il y a un sinkhole ou une ouverture qui donne juste sur l'artefact, sur l'endroit. Mais cette caverne est cachée et ne l'est pas uniquement par quelques buissons. Et il semblerait que cet artefact ait les moyens de faire en sorte que même si vous êtes devant, vous ne le voyez pas. Est-ce que c'est un mirage, une technique holographique, une hypnose interactive? On ne sait pas, mais vous ne pourriez pas. Ça ne sert à rien de savoir où c'est, vous ne pouvez pas rentrer.
je vous avouerai que ça me rappelle hautement l'affaire du Busségui. Radu Sinamar, en Roumanie. Peter Moon aussi y consacre quelques livres. Et en français, ça a été traduit par les éditions Atlante, me semble-t-il. Donc, dans cette caverne, il y a un complexe énorme. Et voici une autre image qu'il a faite à propos de ce qu'il y avait dans la caverne, où l'on voit dans le lointain une énorme caverne qui s'étale sur des centaines de mètres, une énorme pyramide éclairée par la lumière qui tombe du trou de la caverne, du sinkhole, de la doline ouverte. Ces pyramides, il y en a plusieurs, ont été construites il y a vraiment longtemps. Mais le mieux qu'ils puissent faire pour situer chronologiquement la construction, c'est le temps des Atlantes. C'est une époque où énormément de pyramides ont été construites et où toute la civilisation a disparu. Et la pyramide est là parce qu'il faut certaines dispositions pour qu'elle marche correctement et certains emplacements et les artefacts qu'elle contient qui soient disposés de telle manière spécifique aussi. Ça ressemble tout à fait à une géolocalisation spatiale galactique. Il y a un certain nombre de chemins d'accès, il y a un certain nombre de systèmes de protection de tout ce complexe de cavernes. Du fait du temps, depuis la construction, de nombreux endroits de la structure se sont effondrés. Mais il semblerait possible, au temps présent, de pouvoir accéder à l'artefact. Toutefois, il faut dire un mot du genre de mécanisme qui protège l'endroit. Donc, un des sujets de session qui se sont posés, c'est et si j'allais là-bas, de quoi je devrais me méfier? De quoi est-ce que je devrais avoir peur? Et c'est ce genre de questions qui lui ont permis de savoir non seulement plus ou moins l'orientation aussi de l'endroit et de l'objet, mais aussi les raisons pour lesquelles c'était quasiment invisible même quand on avait le nez dessus. Et donc, il y a des sécurités en place qui sont actives, à moins que vous soyez un certain type de personne apte à pénétrer. À moins que vous ne tentiez quand même et que ça ne finisse mal pour vous. Et donc, il répète qu'il y a un nombre de dangers potentiels dans cette région, à cet endroit. Mais le sujet du Rimodio, ce n'était pas la pyramide elle-même, c'était un objet. Et voici l'artefact lui-même, s'il fallait le représenter de manière artistique. C'est une chaise de pierre qui était gravée dans la pierre du site lui-même, ce qui a une grande importance, ainsi que sa disposition, son orientation et beaucoup d'autres choses. Et cette chaise elle-même a eu un processus de création très spécifique, particulier. C'est comme si elle avait été créée avec une entité en elle, une intention qui se matérialise. Cette chose est née avec une conscience associée avec elle, avec une intelligence associée avec elle, et qui quelque part va assister l'individu lorsqu'il va interagir avec l'artefact. C'est une conscience qui va être consciente du fait que quelqu'un interagit avec le fauteuil, dans des buts de faciliter l'usage, sûrement. Moi, ça me rappelle l'activation des lieux par les gardiens de lieux. Et ça va aussi, cette intelligence, cette conscience va aussi interagir avec les autres entités qui vont venir autour de ce lieu, dans ce lieu, autour du siège, lorsqu'il sera utilisé d'une certaine manière. Une sorte de diplomate dimensionnel, quoi. Et pour être clair, quant à la fonction de cette chaise, eh bien, le plus proche qu'il ait pu en arriver, dans sa description, c'est que c'est une chaise pour l'ascension, une chaise d'ascension, qui va transformer non seulement la conscience d'un individu, mais potentiellement aussi son corps. Donc, c'est un objet qui, une fois que vous avez interagi avec, vous permet de faire des choses que vous ne pouviez pas avant. Et a priori, ça commence par vous montrer toutes vos vies anciennes, vos anciennes vies. Ça enlève le voile de l'oubli. Ça nous remet toutes nos mémoires perdues en tête. Et secondement, ce que fait la chaise, c'est que ça vous montre qui vous êtes vraiment, qui est votre moi supérieur, votre vous supérieur, les aspects inconscients de vous-même,
Il compare ça à un moment de Satori, mais sous adrénaline, qui est si intense que ça nécessite l'emploi d'un objet extérieur qui va vous permettre de digérer la chose. Sinon, ça ne serait pas sûr d'emploi. Tout en sachant qu'il faut déjà être capable pour pouvoir pénétrer jusqu'à l'endroit. Donc, les sélections se feront énergétiquement les unes après les autres, de manière parfaite. Et en plus, même si quelqu'un arrivait à faire tout l'itinéraire, à trouver l'endroit et à venir jusqu'à la chaise et à s'asseoir dessus, malgré tous les obstacles et les protections, il ne pourrait aussi ne rien se passer du tout parce que cet objet nécessite d'autres entités autour pour le faire fonctionner. D'autres entités dont il doit émaner un sentiment d'amour envers la personne qui est assise sur la chaise. Je fais un petit encart, là, ça me rappelle le cinquième élément. Oui, parce qu'à un moment où il dit « je t'aime » à Lilou, en fait, des quatre endroits aussi, vient de l'amour vers ce pôle central, de l'amour et de l'espoir. Il y a donc vraiment un léger corrélaté. Corrélé. Et cette énergie d'amour est non seulement nécessaire pour que le siège fonctionne, mais aussi pour que la personne qui soit sur le siège puisse expérimenter la chose. Car une des visions qu'il a eues de l'expérience, c'est que c'est comme s'il y avait une sorte d'esprit qui commençait à tourner tout autour de la chaise, avec une succession de chocs qui va comparer à des décharges de fusils à répétition à côté de ses oreilles, tant la résonance s'amplifiant et l'une l'autre entrant en résonance devenait insupportable à concevoir et à supporter. Et donc, a priori, la chaise, c'est une chaise de décharge en même temps. Donc, parce que vous commencez à halluciner, vous avez des images, des voix, avec toutes ces informations sur vos vies passées, sur votre soi supérieur. Donc, pour lui, toute cette expérience est incroyablement forte, sonorement forte aussi, intense au niveau émotionnel. Il est bien clair que vous n'êtes plus le même après. Et il semblerait aussi que l'artefact lui-même soit responsable d'un certain nombre de choses en fonction de l'intention, en fonction de ceux qui s'asseyent dans la chaise, d'obtenir une deuxième fonction de cette chaise qui est de se connecter avec une entité qui vient des tréfonds de l'endroit, car tout autour de cet endroit, il y a des précipices. Pour illustrer, je dirais Tolkien, la traversée de la Montréal, avant le dragon et après le dragon, là, au fond. Là. Enfin, voilà. C'est-à-dire que, effectivement, le chemin d'accès doit être réellement périlleux, quoi. Et donc, il y a des entités spéciales dont cet appareil a la capacité de joindre l'une d'entre elles, qui viendrait se coupler, va-t-on dire, avec la personne qui est assise dans le siège. Et c'est un processus a priori irréversible, et ça va changer l'individu en quelque chose d'autre, biologiquement, dans la réalité physique. Donc ça le change radicalement et il y a pas de, c'est un point de non-retour. Et il va nous montrer là quelques schémas qu'il a illustrés à propos de cette séance globalement. Donc quand la personne accepte l'artefact, il y a une autre entité qui se présente à l'endroit. C'est ce qui est la forme représentée par cet écheveau doré au-dessus du siège. Là. Une forme de flamèche, de serpent, pas de serpent, de liane, de lanière, dorée, de lumière dorée, tournoyante. C'est la forme qui est associée à cette autre forme de vie. Il y a vraiment un abysse incroyable juste à côté, et qui ne va pas jusqu'au centre de la Terre, mais qui va vraiment très profond. Et à cet endroit, il y a d'autres formes de vie, et donc c'est l'une d'entre elles qui remonte à cette occasion.
Ouais, il précise différents types de formes de vie that we're presently unaware of. But this artifact dont on est pour l'instant inconscient. To call on one of these things to come up from this depth and interact with the individual in this way. Et qui a la capacité d'être appelé par cette chose, cette chaise, etc. Pour prendre possession du patient, on va dire. De manière définitive, sans retour possible. Prendre possession ou s'associer ou je ne sais pas. Parce que jusqu'à présent, tout ce que faisait le siège était plutôt de manière bienvenue. D'un autre côté, il y a eu des Atlantes qui ont fricoté avec des entités plus ou moins saines, et ce qui a peut-être précipité la chute d'Atlantide. Donc, je ne sais pas. Hein. Il faut voir. Donc, ce n'est pas un phénomène qui est possible pour n'importe qui se présenterait sur le siège, mais il y en a certains pour lesquels c'est possible. Et lui aimerait bien en savoir plus à ce propos et que ça se produise durant notre vie actuelle, car une des raisons de faire ce projet Red Dog, c'est parce que si une ancienne civilisation humaine a créé des artefacts et les a si précautionneusement protégés, c'est que quand même les ayants droit puissent s'en servir. Oui, c'est fait pour s'en servir. Ça dépend maintenant qui l'a fait. Et dans quelle intention, évidemment. Et cet objet était aussi construit pour ceux qui étaient laissés derrière eux au moment de l'effondrement de la civilisation, comme un radeau de sauvetage, de façon à ce qu'ils puissent s'en sortir autrement. Et là, je dois faire un encart avec l'idée que si la génétique est très importante dans tous ces phénomènes d'ascension et de spiritualité, il est clair que certaines génétiques ont été bloquées et ne permettent plus l'accession au corps énergétique supérieur. Et donc, peut-être l'association avec une de ces entités des profondeurs, changeant radicalement le corps biologiquement, aurait de nouveau permis au capitaine du bateau Atlante, qui, en tant que capitaine, est le dernier de quitter le bord, de quand même pouvoir changer de dimension ou s'évader de cette prison de planète grâce au matériel génétique et donc aux capacités spirituelles dont il aurait hérité en s'associant ainsi. Je ne sais pas, c'est une petite élucubration personnelle suite à d'autres enseignements. Mais voilà, on va continuer là. Oui, c'est ça, c'est vraiment le moyen. Les autres ont pris la seule fusée, mais grâce à ça, c'est un autre moyen d'accéder aussi à l'endroit où la fusée des autres va arriver et pour retrouver son peuple. Donc, quoi qu'il en soit, si nous venait l'envie de rejoindre ces créateurs de fauteuils en pierre, de fauteuils d'ascension, il nous faudrait nous changer biologiquement radicalement. Et à cette occasion-là, certains d'entre nous, peut-être, pourraient accéder au voyage suivant. Mais bon, pourquoi pas, si on n'a rien à regretter. De toute façon, ce n'est que la visite d'un bout de nous-mêmes, non? Une fois de plus. Et donc là, il va nous montrer quelques-uns des sketchs à propos de ce projet. Et ça, c'est l'arrivée dans cet endroit-là, dans ce labyrinthe, de ce complexe de labyrinthe, depuis l'extérieur, donc la montagne, et une ouverture dans la montagne, avec donc a priori une sorte d'écran holographique. Il y a quelque chose qui existe en profondeur dans le champ, mais devant, il y a un champ de protection. Voici maintenant un diagramme de la pyramide telle qu'elle existe dans la caverne supérieure, dans le dôme. Et là, sur les côtés, donc, c'est le vide. Donc, c'est pour ça que je disais bonjour Tolkien. Et ce diagramme est intéressant car il y a un chemin très, très étroit qui amène à cette pyramide. Et c'est à peu près l'illustration du côté ardu de la progression dans les lieux, sur les lieux. Ça, c'est un des premiers diagrammes qui montre l'artefact. Mais l'artefact en entier est beaucoup plus grand que juste cette chaise. Et ça semble être de pierre ou d'un très très gros cristal, serti à l'intérieur de la pyramide
et dans lequel on s'assied. Donc il y a interaction entre le bonhomme, la chaise et la machine globale dans laquelle la chaise est sertie, le tout dans la pyramide. Here's the drawing here, down here in the center of the pyramid. Donc, ça, c'est un diagramme de qu'est-ce qui se passe quand les choses commencent à arriver, avec les réverbérations des ondes dans la caverne. Et alors que les choses sont en train de se produire, quelque chose s'ouvre ici au milieu, au centre des résonances. Et on peut le décrire comme étant un portail énergétique. Et le phénomène de réverbération, de résonance, est vraiment une des raisons pour laquelle tout ceci a été construit de cette manière-là. Ça, c'est un sketch de ce qui commence à se produire lorsque le phénomène est enclenché, avec les visions. Et enfin, il y a cette forme de vie étrangère qui se présente, venant des abysses en dessous. C'est une forme de vie qui n'a rien d'humaine. Elle ressemblerait plutôt à un poulpe qui a des tentacules. Et elle sort des abîmes, des abysses, et vient se présenter au-dessus de l'individu. Et ces tentacules viennent envelopper complètement l'individu qui n'est plus là, en fait, il est déjà dans ses visions. Et il y a quelque chose de biologique dans cette entité qui fait que lorsque le processus d'interaction avec l'humain est commencé, il devient irréversible. Et il y a une interaction biologique entre les tentacules qui viennent relâcher un produit à l'intérieur du corps de l'individu, du patient, et qui sert de catalyseur au changement génétique qui va s'en suivre. Et il semblerait que ça relocalise le corps de l'individu ailleurs, dans une sorte de cocon, dans une chambre qui semble remplie de liquide amniotique. Et cette créature ne semble pas être un monstre, ça semble être une créature hautement intelligente. Car pendant une certaine durée de temps, toutes les facettes de l'esprit de la personne viennent se juxtaposer avec celles de l'animal, qui les a donc en tout cas. Et il y a pas une émergence, une pénétration pendant un certain temps qui permet à l'individu de percevoir qu'est-ce que c'est d'être cette entité-là, de vivre à sa place quelques sensations. Et ça ressemblerait à être le Christ ou Bouddha pour une demi-heure. Quand même, hein, de voir le monde comme à travers leurs yeux. Ce qui doit évidemment partager du changement général de conscience, qui doit lui-même être bien parallèle au changement biologique et d'ADN, a priori. Et qu'au niveau conscience, il semblerait que cette chose, cette entité, soit incroyablement avancée. Et il est venu la notion d'un danger, c'est que si vous restez trop longtemps dans cet état-là, ça va vous griller la tête, ça vous grille le cerveau, ça vous explose la tête, vraiment, au sens propre comme figuré, il semblerait. Donc, ça explique à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a autant d'interactions entre les artefacts et les entités pour réguler absolument tout ce processus. Voilà, ça c'est un petit schéma du cocon dans lequel, a priori, l'individu se retrouve par la suite. Alors, ils ne savent pas pour quelle durée de temps, un jour, un mois, un an, aucune idée. Mais il y a des notions de nourriture et de sustentation de ce nouveau corps et de pouvoir reprendre possession quelque temps après. Et quasiment en conclusion, il nous dit qu'il a quand même la sensation que cet endroit et cette chaise a été construit de façon à permettre des changements rapides et grands, de manière positive et de façon à ce que les gens qui seraient capables de s'en servir aient vraiment aidé à la civilisation, je pense. Et non pas du tout dans un sens de domination, de subjugation d'autrui. Ce dont je doute que ce soit possible, en fait, hein, finalement, après. Puisqu'il y a pas mal de garde-fous. Et on ne sait d'ailleurs pas s'il n'y a pas toujours interaction avec l'entité, d'une certaine manière, des implants ou autre chose. Et donc, ils ont fini le sujet en se demandant quelles seraient les plus profondes significations si lui-même ou quelqu'un d'autre s'asseyait dans cette chaise. Et donc, il y a ces sortes d'esprits flamèches rouges qui tourbillonnent dans tous les sens, qui créent des tourbillons dans l'endroit et qui entraînent un changement biologique au niveau des bactéries qui sont éradiquées
est reconstruite d'une autre manière. Ça enlève le matériel biologique qui n'est plus nécessaire. Il aura longtemps semblé que si quelqu'un allait suivre ce procédé et s'asseoir dans la chaise, il allait mourir. Qu'à la fin du processus, ce ne serait plus eux, ce serait quelqu'un d'autre. Et il semble sûr que la forme humaine engagée va disparaître et devenir autre chose. Il y a démantèlement de l'ADN et remantèlement de l'ADN autrement. Donc vu comme ça ressemble à une mort physique. Voilà quelques autres dessins des flamèches rouges. Il lui a semblé que le corps, à l'autre bout du processus, faisait entre 12 et 15 pieds, c'est-à-dire entre 4 et 5 mètres de taille. Il a comparé ça à une transformation de loup-garou en loup-garou. Enfin, depuis un loup, quoi, je pense. Et les yeux de la forme de vie résultante étaient d'un blanc pur, comme si on avait des yeux que plus personne ne pourrait regarder car ils seront trop brillants. Et donc ça change quelque chose vis-à-vis de ces entités, car ça signifie qu'ils ne peuvent plus jamais être face à face avec quelqu'un d'autre qui ne soit pas apte à les regarder, car ça les aveuglerait. Et ces entités semblent porteuses de quelque chose qui pourrait ressembler à des ailes, et qui lui permet de voler d'ailleurs. C'est pas vraiment quelque chose pour lequel on a un mot dans notre vocabulaire, au minimum mettre à sanctionner, mais qui agissent et se comportent avec une conscience dont les hommes n'ont pas ni conscience ni capacité d'avoir. Donc une chose de sûre, c'est que c'est une situation de non-retour. Mais enfin, globalement, là, vu la description, je pense pas que une fois qu'on y soit arrivé, on a envie de faire marche arrière. Mais finalement, il y a aussi une émotion de tristesse profonde, car ce qu'ils avaient été, ils ne le seront plus jamais. Et vous ne pourriez plus jamais interagir de la manière dont les humains interagissent. Mais bon, globalement, l'impression, c'est qu'on n'est plus du tout un pion sur l'échiquier et qu'on a accédé à un niveau d'interaction avec le cosmos, l'univers, ce que vous voudrez, qui est bien plus élevé et potentiellement désirable a priori pour changer les choses, mais on n'est plus dans le même monde. Donc c'est ce qui fait appeler cet artefact une chaise d'ascension. En tout cas, lui, avec tous ses amis, sa famille, ça lui pose un énorme problème. Et donc pour l'instant, il ne va pas s'amuser à s'asseoir sur le siège s'il y était autorisé et tout ça. Alors il est possible que l'être résultant puisse interagir sur d'autres espace de réalité, mais sinon, il est capable d'interagir ici en 3D. J'ai dit le contraire tout à l'heure. Non, il est toujours là, en 3D, sur Terre, avec des lunettes de soleil. Donc, dans cette séance, on a vu qu'il y avait quand même une vision des vies passées, et là, il est en train de décrire une sorte de système qui courbe notre lumière au moment de la mort, et qui, au lieu de nous permettre d'aller où on devrait aller, nous ramène de là où on vient, c'est-à-dire ici sur Terre. Et il semblerait que ce soit un système, un filet qui soit spécialement autour de la planète. Mais il n'a pas spécifié vraiment si tout le système solaire ou pas n'y était. Et il y a vraiment un problème, il y a énormément d'esprits, d'âmes, d'esprits qui sont piégés dans ce système en boucle, ce qui ne devrait pas être. Donc c'est un sujet qu'il va élaborer dans une vidéo, une session traitant du moksha, qui est donc un état de conscience en sanskrit. Et la fracture qui est opérée lors de ce réemploi des âmes et de ce réenvoi des âmes nourrit une autre chaîne énergétique qui va bien loin à l'extérieur. Et toute cette énergie est mise au service d'une conquête. Et à cet endroit, il y a ce qu'on pourrait appeler des lieux de bas étage qui ont eu une conscience et des réalités humaines, mais ont été abusés par la technologie. Et donc leur but est de créer un environnement pour eux qui soit hors du temps, mais à l'intérieur de l'univers. Donc ils sont immortels, mais ils sont loin d'être bienveillants. C'est même le mal à l'état pur, en fait. Bon voilà, donc c'était Red Dog, le moyen d'avoir une ascension, ce coup-ci sans monter dans les vaisseaux,
mais en faisant une association profonde avec une autre genre d'entité qui nous aide à changer biologiquement, mais avec laquelle, de toute façon, on ne restera pas associé, a priori, puisque ça serait insupportable, et qui nous transforme en un autre genre d'humain, capable d'autres prouesses dans ce monde-ci. Ça laisse rêveur, ma foi. C'est un chemin sans retour, mais qui amène à mieux, semblerait-il. Et il est bien clair que le piège des âmes est un montage énergétique sans fin. Donc, pour créer cette espèce d'environnement atemporel pour ces faux dieux qui se sont perdus dans leur technologie, que je crains fort être essentiellement nano, mais aussi spirituel. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre patience et à une prochaine, peut-être à propos de moksha, justement, là, cet état parmi les réincarnations de conscience, cet état de conscience. Au revoir.